Bon, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Euh, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir ce webinaire ce soir qui est consacré à un sujet qui est particulièrement important pour nous, donc les jeunes et les enjeux de défense. Et pour cela, nous avons une invitée, une chercheuse, Madame Anne Muxel, qui est sociologue et politiste, directrice de recherche au CNRS et directrice déléguée du Centre de recherche politique, le CEVIPOF de Sciences Po. Et Madame Muxel est particulièrement reconnue pour ses études sur la jeunesse, notamment un livre, Une jeunesse engagée, rédigé avec Martial Foucault, publié en 2022. Elle a aussi travaillé sur les relations interpersonnelles. Je pense ici au livre L'autre à distance, quand la pandémie touche à l'intime. Et puis, quand elle a dirigé le programme Défense et Société à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, à l'IRSEM, euh, des travaux dans le cadre de l'Observatoire de génération Z, ces travaux ont abordé des problématiques qui nous intéressent particulièrement, comment les jeunes perçoivent l'institution militaire et les métiers, et quelle est leur conception de l'engagement, à partir de quel lien se définit et s'entretient leur rapport à la nation. Le rapport final de cet observatoire apporte des éléments pour répondre à ces problématiques dont nous allons pouvoir discuter aujourd'hui et questionner Anne Muxel en direct. Et nous avons aussi, pour animer ce webinaire, Clément Dexon, qui est secrétaire national des jeunes socialistes, par ailleurs, d'ailleurs, gendarme réserviste, et donc un certain lien avec les questions de défense qu'il a choisi lui-même. Clément était étudiant en droit public à Nantes et donc secrétaire national JS en charge de la reconquête des classes populaires. Voilà. Donc vous avez tout sur Anne et Clément. Donc mon propos se veut d'être toujours très très court pour vous laisser un maximum de temps. D'abord de présentation et puis ensuite Clément pourra peut-être lancer le débat avec des questionnements qu'il peut avoir. Et puis je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il fera l'objet ensuite d'une retransmission dans le cadre d'un document, d'un documentaire que nous produirons sur la base des 5 webinaires que nous organisons avec des thèmes très différents mais qui, je crois, repose sur les fondamentaux et les questionnements que nous pouvons avoir. Donc, je passe tout de suite la parole à Anne Muxel, que je remercie infiniment d'avoir accepté de passer cette heure avec nous et surtout de nous éclairer sur eh bien, un sujet qu'elle connaît particulièrement bien et de nous permettre de comprendre et d'appréhender un petit peu mieux et ensemble ces questions de défense avec ces jeunes qui aujourd'hui eh bien, sont ceux qui doivent s'en saisir parce que c'est eux qui seront l'avenir hein, de demain. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation et pour la possibilité d'avoir un échange qui est toujours un moment intéressant pour le chercheur aussi qui vient témoigner et présenter ses travaux. Alors sur la question, vous m'avez demandé d'intervenir sur la question du rapport des jeunes à l'engagement et donc plus particulièrement à l'engagement en matière de défense. Mais avant de vous présenter l'essentiel, on va dire, des résultats de cette enquête effectivement que j'ai pu mener pour le ministère des Armées sur les jeunes et la guerre et sur les représentations que les jeunes ont de la guerre et leur disposition à l'engagement, on va dire un engagement fort hein, que représente effectivement un engagement dans les armées et dans un temps de guerre. Je voudrais revenir un peu d'une façon plus générale sur l'évolution des valeurs d'engagement aujourd'hui, et notamment dans la jeunesse, et rappeler, on va dire, un certain nombre d'évolutions
significative qui redessine un peu depuis, on va dire, les années 80, qui redessine les contours de ce que l'on peut interpréter comme relevant des ressorts d'engagement aujourd'hui, en tout cas dans notre pays. Donc un certain nombre d'évolutions significatives. La première, c'est de nouvelles interrogations sur le rôle de la nation dans le contexte de la construction européenne, bien sûr, mais aussi plus largement de la mondialisation. J'imagine que nous aurons l'occasion de discuter de, euh, de l'interférence hein, que peut avoir effectivement l'actualité géopolitique, les nouveaux conflits, les nouveaux terrains de conflictualité sur les engagements des jeunes. Autre évolution marquante, un certain nombre de phénomènes qui marquent des signes de désaffiliation institutionnelle, désaffiliation sociale et une montée de l'individuation. Autre évolution aussi qui me semble tout à fait importante dans cette toile de fond hein, que j'essaie de mettre en place hein, pour réfléchir à cette question de l'engagement, c'est l'érosion des grands référents idéologico-politiques et une chute des appartenances syndicales et partisanes, avec évidemment là aussi en arrière-fond la défiance institutionnelle et la défiance à l'égard de la politique est majeure dans notre pays et qui n'est pas sans toucher, bien évidemment, les cohortes les plus jeunes. Autre évolution marquante, évidemment, l'accroissement significatif de l'abstention hein, dans la vie démocratique, et donc qui, là aussi, reconfigure les usages, non seulement les usages démocratiques, mais les significations, finalement, de l'exercice de la citoyenneté. Bref, toutes ces évolutions, je pourrais évidemment en évoquer d'autres, mais toutes ces évolutions conduisent, en tout cas, à un affaiblissement si ce n'est des valeurs, mais en tout cas des pratiques traditionnelles hein, d'engagement et bousculent en fait les codes institutionnels classiques, tant du côté des organisations que des individus. Et c'est par exemple, on va le voir, pour les armées et dans le cadre de la défense, une préoccupation majeure de à la fois pouvoir prendre acte de la disponibilité toujours présente chez les jeunes et peut-être un peu plus présente que dans les années passées euh, pour s'engager dans les armées, pour s'engager aussi en cas de conflit, j'y reviendrai, mais en même temps, toute la difficulté de fidéliser ces engagements et euh, de faire vivre finalement aux jeunes qui se montrent disponibles les contraintes requises par ces engagements. Hein. Donc là, il y a de toutes les façons, dans cette réflexion que nous avons à mener, une sorte de hiatus entre, d'une part, en termes de valeur et en termes de disponibilité, eh bien, plutôt une attractivité finalement des armées et de l'engagement militaire en direction de la jeunesse, mais en même temps un certain nombre de freins, d'obstacles pour pérenniser et rendre durable ces engagements. Alors, l'essentiel des points que je vais aborder dans cette courte introduction, puisque après, nous réserverons bien évidemment du temps pour les échanges, mais l'un des éléments les plus marquants de l'étude que j'ai pu consacrer à, à ces dispositions que les jeunes avaient vis-à-vis de la défense, eh bien, c'est la vitalité de cet engagement, y compris donc l'engagement militaire et l'éventualité d'une mobilisation dans des conflits armés de haute intensité. Et donc, les résultats de cette étude que vous trouverez
du reste en ligne sur le site de l'IRSEM. Je vous donnerai évidemment toutes les précisions là-dessus. Eh bien, c'est que on observe euh, vraiment un regain de patriotisme, en tout cas en termes de valeurs, un regain de patriotisme qui connaît bien sûr plus ou moins d'intensité selon certains segments de la jeunesse, plus dans certains segments que d'autres, mais qui laisse quand même présager un solide potentiel de résilience et de soutien de la part des jeunes générations en cas de conflit majeur ou en cas de guerre. Alors c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et c'est pour ça que j'utilise cette notion de regain de patriotisme, parce que jusque encore dans les années 70, 80, il y avait plutôt un antimilitarisme assez prononcé dans les jeunes, de la part des jeunes générations, au moment où la conscription était obligatoire, où il y avait effectivement cette obligation contraignante d'exercer un service militaire. Et à partir du moment où cette conscription obligatoire a été levée, eh bien, forcément, la vision, on peut dire, des armées et de l'engagement militaire a pu changer. C'est ajouté aussi à cela le tournant, enfin moi ce que je considère dans mes travaux, parce que je l'ai bien repéré, le tournant des attentats de 2001 et effectivement après la répétition d'un certain nombre d'attentats terroristes qui et donc le djihadisme qui a sensibilisé beaucoup les jeunes générations aux questions aussi de sécurité, de défense, d'une nouvelle forme de guerre qui pouvaient éventuellement susciter leur engagement. Donc, voilà un petit peu un des points importants de cette enquête, c'est quand même de produire ces résultats qui vont dans le sens d'une disposition des jeunes, de la jeunesse française envers cet engagement dans les armées. Autre point important aussi de cette enquête, c'est de montrer que, contrairement à ce qui est souvent dit et sans doute, euh, et sans doute euh, comment dire, non conforme en fait à la réalité, c'est que les jeunes sont dans un rapport de relative proximité avec l'univers militaire. Et ça, c'est quelque chose qui a pu m'étonner, moi, personnellement, parce que pour beaucoup, dans leur entourage proche, dans leur entourage amical, dans leur entourage familial, eh bien, il y a une mémoire qui est un vecteur assez efficace toujours, à la fois de transmission des faits militaires, de l'univers militaire, euh, et qui est bien plus présent que ce que l'on pense dans la jeunesse. La transmission des savoirs scolaires, sur ce point, apparaît aussi très déterminant. Et enfin, un point qui m'est apparu aussi très important, toujours pour essayer de comprendre maintenant l'ancrage finalement de ces représentations si positives, si favorables vis-à-vis de l'institution militaire, c'est le pouvoir de la fiction, le pouvoir des séries, toutes les productions audiovisuelles qui ont introduit, au travers effectivement de ressorts plus ou moins imaginaires, mais aussi beaucoup de possibilité d'avoir prise sur la réalité de l'univers militaire, sur la réalité de la guerre, et donc qui ont contribué à façonner une relative familiarité plus exactement, avec les faits de guerre. Et ça, c'est assez impressionnant au travers des jeux vidéo, par exemple, au travers des séries télévisées, au travers de grands films. Il y a finalement une socialisation aux faits militaires qui opère beaucoup. Euh,
Alors, autre point très important aussi de cette enquête, c'est que les jeunes sont très conscients d'un certain nombre de menaces qui pèsent sur leur pays et plus largement sur la planète. Alors, évidemment, parmi les menaces les plus importantes pour eux, c'est la question écologique et environnementale qui reste toujours la plus importante. Mais c'est le risque climatique, on va dire, qui est pour eux le plus important et le plus crucial. Mais les risques de guerre dans un avenir proche, les risques de guerre, y compris sur le sol français, les risques d'une guerre nucléaire, eh bien, sont aujourd'hui envisagés par beaucoup de jeunes comme étant des réalités qu'ils peuvent connaître. Et donc, ce sentiment de menace, évidemment, participe, contribue à leur disposition à l'engagement dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations qu'ils ont de la guerre aujourd'hui répondent en fait toujours à cette matrice, on va dire, référentielle, mémorielle de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, dans cette enquête, on essayait de voir avec eux quelles étaient leurs anticipations de ce que pourraient être les formes de guerre à venir. Alors bien sûr, ils sont conscients que il peut y avoir effectivement des cyberattaques, qu'il y aura d'autres armes, d'autres moyens qui seront développés, mais malgré tout, leur imaginaire des guerres de demain est assez pauvre, en tout cas quant à des développements qu'ils ont du mal à imaginer. Et ils ont une représentation de la guerre qui est une représentation tragique, finalement, de la guerre, que d'abord les images auxquelles ils sont exposés et la réalité des guerres d'aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, eh bien, ne peut pas démentir effectivement cette réalité tragique. Mais voilà, ils ne croient pas du tout à une guerre zéro mort. Ils ont conscience que la guerre eh bien, tue des gens, tue des militaires, tue des populations civiles. Et donc, malgré finalement cette conscience extrêmement tragique, dramatique et de la guerre et des risques encourus, et ça ne les empêche pas de, malgré tout, exprimer leurs intentions, leurs dispositions à éventuellement s'engager dans ce cadre. Alors évidemment, entre des dispositions de principe et puis le passage à l'acte réel, c'est là où d'une mobilisation, par exemple, qui serait imposée, c'est là, bien évidemment, où il y a une marge, un écart hein, qui serait peut-être plus problématique que ce qui est écrit là sur le papier au vu des déclarations d'intention. Mais quand même, hein, le fait que 65% des jeunes disent qu'ils sont prêts à s'engager dans les armées pour défendre leur pays et 40% qui disent qu'ils sont prêts aussi à défendre leur pays jusqu'au risque de leur vie, ça reste quand même des déclarations qui nécessitent d'être prises en compte. Euh, Autre chose, évidemment, à prendre en compte, c'est l'existence de clivages culturels et sociaux et politiques aussi, qui traversent hein, cette disponibilité à l'engagement et cette prise en compte des questions militaires dans le paysage de valeurs, mais aussi le paysage d'engagement possible pour les jeunes. Le clivage idéologique et politique reste toujours présent, mais il s'est beaucoup réduit. C'est-à-dire, on a évidemment toujours plus de patriotisme, entre guillemets, du côté des jeunes qui se positionnent à droite, par exemple, qui vont être qui vont manifester encore plus de disponibilité à cet engagement et d'intérêt finalement pour les questions militaires. Mais alors que euh, jusqu'au tournant finalement des années 2000,
les jeunes se positionnant à gauche étaient très rétifs finalement à toutes les questions non seulement militaires, mais aussi à l'institution militaire et n'avaient aucune velléité d'engagement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est singulièrement réduit et il y a une proportion très significative de jeunes se classant à gauche qui aussi témoignent de cette disposition à l'engagement militaire. Autre point aussi d'évolution, c'est les attitudes des femmes par rapport à ces questions, hein. Le clivage de genre, évidemment, par rapport à la question militaire, est toujours présent. Les femmes sont toujours plus en retrait de toute velléité d'engagement, de toute perspective voilà, de prise de risque, de combat, de violence. Évidemment que ces situations engendre, mais il y a de plus en plus de femmes qui, elles aussi, disent, de jeunes femmes, qu'elles sont prêtes à s'engager dans les armées. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, la féminisation des armées est bien une évolution très importante. Donc tout cela montre bien que ce sont des résultats qui vont dans le sens d'un resserrement en fait des liens armée-nation en fait, en tout cas dans la dynamique générationnelle, hein, ces liens avaient pu s'effriter, s'affaiblir dès l'instant où la coercition que requérait eh bien, le service militaire obligatoire avait disparu. Eh bien, on sent aujourd'hui hein, que par d'autres voies, par les voies de cette prise de conscience, par la voie aussi de la réalité des menaces réelles auxquelles les jeunes générations se trouvent confrontées, eh bien, les ramène, on va dire, sur le chemin de ce type d'engagement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce clivage, ces deux clivages, on va dire, les plus marquants, hein, celui du genre et celui effectivement du clivage politique, qui restent encore toujours les plus discriminants, euh, sont plus importants, prennent très largement le pas sur les clivages sociaux, sur les clivages économiques et sociaux, hein. On sent que là, finalement, l'armée, l'engagement militaire, la mobilisation en cas de conflit majeur, eh bien, concerne aussi bien des jeunes peu diplômés que des jeunes étudiants qui ont fait un parcours d'études supérieures. Et cette mobilisation, cette disposition, finalement, euh, témoigne, hein, en fait, qu'autour de la question militaire, de la question de l'engagement militaire, eh bien, l'armée reste un vecteur en fait de cohésion sociale, de cohésion nationale. C'est aussi assez frappant dans cette enquête que de voir que finalement les armées, la question militaire, la question de la défense du pays, eh bien, permet de dépasser certains clivages qui freinent la cohésion nationale et que l'on retrouve par contre sur d'autres thématiques. Voilà peut-être pour mon propos préalable. Bien évidemment, il est très incomplet au vu de de tous les résultats de l'étude que vous pouvez trouver, encore une fois, de façon beaucoup plus développée. Mais ce sont, je dirais, les grandes lignes qui restent, avec peut-être, je dirais, avant d'ouvrir la discussion, ce point qui m'a personnellement frappé ce sont les représentations que les jeunes ont vis-à-vis, par exemple, de l'arme nucléaire. Et c'est vrai que l'on sent que dans ces générations, dans ces jeunes générations, la question de la dissuasion de l'arme nucléaire que l'on n'utilisera pas, qui est une arme d'abord de dissuasion, eh bien, cette représentation s'est affaiblie
car aujourd'hui, non seulement la majorité des jeunes interrogés considèrent que, eh bien, on finira par l'utiliser, cette arme nucléaire, et que c'est quasiment dans l'ordre des choses, et leur réticence finalement morale par rapport aussi à l'usage d'une arme nucléaire semble aussi s'être singulièrement réduite. Et ça fait aussi beaucoup réfléchir. Voilà. Merci, Madame Xel. Alors, je crois qu'en fait, c'est moi qui ai des problèmes avec mon téléphone puisque le son est vraiment très, très faible, hein. Tout à l'heure, Ah, je vous m'avez pensais pas que bien entendu? Thibaut ne s'était pas branché, enfin, connecté correctement, mais je crois que c'est moi. Donc, mais j'ai suivi quand même ce que vous avez dit. Merci infiniment d'avoir d'abord partagé l'essentiel de vos travaux. Je crois que c'est très, très important, enfin, les différentes pistes que vous avez menées et Clément va pouvoir poursuivre, je crois, cette conversation. Moi, je voudrais juste rajouter un point pour les femmes, puisque j'ai récemment participé à un colloque où j'ai présenté comme sujet les femmes victimes et actrices dans les conflits. Et en fait, il y a en effet aujourd'hui un changement, alors c'est un changement culturel hein, dans un certain nombre de pays, notamment en Ukraine. Pour la première fois, eh bien, on voit des milliers de femmes qui sont sur le front, ce qui n'était pas le cas des guerres précédentes. Donc les femmes s'engagent, non pas parce que d'un seul coup, il y a un regain de violence chez elles ou qu'elles changent d'attitude, mais tout simplement dans cette volonté de participer à la défense de leur pays et bien évidemment victimes aussi, puisque la démonstration est faite que ce sont les premières qui sont victimes derrière le front pour différentes raisons. Donc merci d'avoir partagé cela, puis vous dire aussi que l'armée française, je crois, est la quatrième armée la plus féminisée dans le monde. Donc ça, c'est un point important pour les jeunes femmes qui ont envie de s'engager. Et l'armée, ce n'est pas simplement des militaires, hein. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de civils qui travaillent pour la défense. Et donc, il y a différentes façons, en effet, de s'engager. Mais Clément va nous parler de cela pour les jeunes et vous poser les premières questions. En tout cas, merci, madame. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Madame Muxel pour cette présentation riche. Je vais continuer du coup pour les questions. Peut-être rappeler aussi un chiffre, 90% des jeunes Français ont confiance dans les institutions de l'armée. C'est un chiffre qui n'est pas anodin, qui relate en fait totalement votre enquête sur le regain et sur la recrudescence des jeunesses envers les institutions et les forces de défense et aussi comment les jeunes captent et se saisissent de ce sujet et de ces informations. Alors, peut-être aussi, avant de parler de l'engagement des jeunesses dans la défense et dans ce sujet-là, peut-être sur la perception qu'ont les jeunesses sur ce sujet. Donc, pour nombreux et nombreuses d'entre nous, nous avons fait la campagne des européennes avec Raphaël Glucksmann et on a eu beaucoup de camarades qui nous ont rejoints. Euh, Pourquoi? On leur a posé la question. Et c'était surtout sur la question de la défense, notamment la défense européenne, et d'autres, c'était aussi sur la question de la défense encore européenne, mais parce que ça liait, en fait, il y avait un lien avec leur travail, avec leur job. Donc ici, il y a un fort attrait sur cette question de défense, notamment vis-à-vis aussi du conflit en Ukraine, vis-à-vis du conflit au Proche-Orient, comme vous avez pu l'évoquer, mais également depuis aussi les attentats de 2015 à Paris. Donc aussi un certain ressenti d'insécurité qui peuvent aussi permettre, en tout cas, l'engagement de certains jeunes dans le rôle, dans l'institution de la défense, que ce soit dans la défense, on va dire, extérieure, mais aussi à l'intérieur du territoire, mais aussi certaines valeurs, comme vous l'avez rappelé, sur le patriotisme, par exemple, sur la base d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la documentation qu'on peut recevoir de par l'éducation nationale, de par différentes institutions. Donc ici, peut-être une première question, une question qui peut être clivante, mais en tout cas qui est présente dans le débat public, qui fait aussi sens avec le clivage et le spectre politique, notamment avec les critiques qu'on a pu faire et émettre sur le service national universel, sur donc comment sensibiliser les jeunes aux enjeux de la défense sans tomber non plus dans la militarisation
des esprits. C'est une question que nous, à gauche, qui nous anime, mais également qui peut être aussi un point de clivage et peut-être aussi une mésentente avec d'autres personnes d'ailleurs qui font partie des clivages politiques ou pas d'ailleurs. Mais comment cette sensibilisation peut être faite sans tomber dans le spectre, on va dire, dans le cliché de la militarisation, pardon, des esprits, en tout cas des jeunes. Oui, bah, c'est bien sûr une question très importante et tout particulièrement à gauche. Bien sûr, puisque j'ai rappelé qu'effectivement, il y a traditionnellement quand même voilà, ce clivage politique, cette plus grande réticence hein, vis-à-vis du fait militaire et de l'engagement militaire a fortiori, mais même si c'est en train quand même comme je l'ai dit, de changer et de se réduire. Je crois comment dire, pour sensibiliser les jeunes, il y a en tout cas s'appuyer sur ce sentiment d'insécurité et de menace qui est partagé par beaucoup de monde, toute la population, on va dire, mais aussi par les jeunes, quant à leur projection, à leur capacité de projection dans un monde futur, en lien, donc, sentiment de menace et d'insécurité, en lien avec la question environnementale, mais aussi en lien avec les grands changements finalement géostratégiques, géopolitiques auxquels ils assistent. Hein, et ne serait-ce que ces guerres commerciales qui sont menées et qui peuvent déboucher un jour sur des vraies guerres, hein, et des guerres dont on voit bien déjà qu'elles commencent à être des guerres sur des territoires. Donc on voit bien que tout cela, des guerres de territoire, de conquête, etc. Donc on voit bien que tout cela, les jeunes en sont tout à fait conscients. Hein, et que donc, par rapport à cette insécurité, à ces menaces, eh bien, là, il y a là des discours, des ressorts, voilà, des leviers finalement de réflexion qui peuvent conduire à une autre vision de ce que la défense peut apporter aux populations et peut apporter pour sécuriser finalement ces temps futurs. Ça, je pense que c'est une première chose. La deuxième chose, pour effectivement les sensibiliser en dehors un peu de cette enfin, sans trop comment dire de militarisation, comme vous dites, c'est euh, de, euh, de revenir en fait sur cette évolution du périmètre de l'action des armées elles-mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes et leur confiance dans les armées, ça rime au fait que le monde militaire ou les militaires, d'une certaine façon, sont jugés comme très compétents, comme sérieux, comme efficaces, comme précis, comme faisant ce qu'ils ont à faire. Et je dis tout ça exprès en pesant un petit peu mes mots, ou comparé aux politiques, justement, qui ne font pas forcément ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, qui restent flous sur un certain nombre de choses, qui voilà, sont jugés peu efficaces par rapport aux actions menées par rapport à ce contrepoint euh, de la défiance envers les institutions politiques, eh bien, l'institution militaire, effectivement, a un atout à jouer. L'atout, c'est les valeurs, et les jeunes cherchent des valeurs, cherchent du sens. Aujourd'hui, les politiques, et c'est bien le problème, mais bon, c'est à vous que je m'adresse, mais en tant que... mais quand même, c'est un peu un problème. Il y a un problème de croyance, il y a un problème d'adhésion, il y a un problème de valeurs qui ne sont plus forcément crues comme elles l'étaient par le passé. Et c'est vrai que les militaires eh bien, sont tout à fait à même de mobiliser sur des valeurs et surtout de mobiliser les jeunes sur le sens que de plus en plus de jeunes cherchent aujourd'hui, plus ou moins confusément, euh, à des engagements d'abord, mais aussi à une vie professionnelle. Hein, on le voit,
il y a un besoin de sens. Et donc, le sens de la défense de son pays, le sens d'un certain nombre de missions de protection des populations, l'engagement aussi des armées dans dans les périmètres de l'humanitaire. Tout cela, eh bien, ce sont comment dire, des leviers, en tout cas, pour montrer que les armées ont une utilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous entends plus. Voilà. Oui, et Clément, continuez votre questionnement, hein, si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Ça marche, merci. Non, oui, c'était très clair sur ce point-là, sur la perception que font les jeunes en réalité sur la question de la défense. Plutôt sur la question de l'engagement. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs sortes d'engagement. Il y a un engagement tout d'abord de carrière, mais il y a aussi un engagement qui est tout autre, entre guillemets. C'est un engagement où les jeunes s'engagent soit dans des associations, soit dans des organismes. Par exemple, je pense au le Service national universel, le SNU, où nombreuses personnes ensuite se sont engagées ou sont même devenues formateurs du SNU, ou tout simplement dans la réserve, par exemple la réserve de la gendarmerie qui peut être ensuite un levier, un vecteur de professionnalisme, en tout cas de carrière. Euh, donc il y a aussi une grande diversité des offres, des institutions et des contrats. Aujourd'hui, on parle donc des jeunes. Comment les jeunes peuvent s'engager, mais aussi on ne parle pas forcément des institutions. Qu'est-ce que les institutions aussi attendent des jeunes? Parce que les institutions et les forces régaliennes, comment elles se saisissent et viennent vers les jeunes, que ce soit les institutions ou même divers organismes. Par exemple, je pense au ministère de la Jeunesse avec le SNU, comment il y a une forme d'engagement qui est repris par les institutions, euh, notamment sur l'aspect aussi obligatoire ou facultatif. Et là, je reviens aussi sur le SNU. Est-ce que forcer les jeunes en fait à s'investir, à s'engager, est-ce réellement une solution? Est-ce que ça va les faire adhérer à une cause, à un engagement quelconque? Oui, non, c'est pas forcément, évidemment, c'est pas forcément une solution. En même temps, il y a une évolution là-dessus. Pendant longtemps, les jeunes étaient plutôt contre le retour d'un service militaire obligatoire. Dans cette enquête et dans d'autres du reste, mais récentes, hein, on voit que ça a changé et maintenant qu'il y a plutôt une majorité de jeunes qui est plutôt pour un service militaire obligatoire. Là, je ne parle pas du SNU, je parle du service militaire obligatoire quand on pose la question. Alors, ça montre quoi? Si effectivement on remettait le service militaire obligatoire, de toutes les façons, ça semble difficile, difficile pour les armées qui ont pas les moyens en ce moment voilà, de prendre en charge un service militaire obligatoire. Donc ça, c'est une question là qui va nous dépasser ici. Mais ce que ça traduit, en tout cas de la part des jeunes, c'est une envie comment dire, de donner une partie de son temps euh, pour, euh, pour une cause, pour une mission. C'est de la part de la jeunesse et de beaucoup de jeunes l'envie d'être utile socialement, d'être considéré comme utile socialement, parce qu'il faut bien voir que l'image dominante qui est renvoyée à la jeunesse dans notre pays, qui, contrairement à d'autres pays voisins, fait finalement assez peu confiance à sa jeunesse, hein. L'image dominante, c'est on aborde toujours les jeunes et la question de la jeunesse et les politiques de jeunesse au travers de la jeunesse problème, hein, et non pas au travers de ce que la jeunesse peut apporter à la société. Et ça, je crois que au travers effectivement de ces engagements, de cet engagement militaire ou de cette recherche que les jeunes peuvent avoir d'expérience au travers des armées, puisque les armées restent quand même d'abord un des viviers de recrutement professionnel les plus importants effectivement sur le bassin de l'emploi, hein, c'est déjà, il faut le rappeler, mais et aussi
un vivier comment dire, de formation qui sont à la disposition aussi des jeunes pour apprendre des métiers, et toutes sortes de métiers, hein. Au sein des armées, on peut faire beaucoup, beaucoup de métiers, hein. Ça va du cuisinier au mécanicien, en passant par un informaticien, on fait toutes sortes de choses. Euh, et donc, on voit bien qu'au travers de cette palette quand même assez large dont les armées disposent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour attirer finalement des jeunes et leur faire vivre en tout cas une expérience, euh, voilà, ça, je pense que c'est un atout. Alors après, probablement que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus dans la temporalité des engagements d'hier, hein. C'est là où il y a de vrais changements. Il faut sans doute des engagements sur des périodes plus courtes, il faut plus de flexibilité, plus d'attention portée à la vie personnelle, à la vie quotidienne. C'est pas facile pour les armées, parce que s'engager, et notamment en cas de conflit, c'est un engagement total, hein. On n'est pas là effectivement à penser trop à ses permissions. Mais en même temps, voilà, on voit des évolutions très significatives du rapport au travail dans les jeunes générations comme dans les moins jeunes du reste. Aujourd'hui, il y a de nouvelles attentes, hein, de la part des individus à leur relation au travail, hein, et ça a été d'autant plus visible depuis la crise sanitaire et la Covid-19 qui ont changé la pandémie, qui ont changé beaucoup de choses, hein, sur les attentes euh, envers le travail. Et bien forcément que l'institution militaire, elle doit accompagner ces transformations et donc aussi un peu s'adapter à ces nouvelles demandes et ces nouvelles attentes en matière d'engagement. Alors justement, vous parliez des attentes et on va dire de la jeunesse. Thibaut, tu avais posé une question, non? Thibaut Delamarre, Thibaut, dans le chat. Si vous voulez, est-ce qu'on perçoit aussi un phénomène d'adhésion dans l'industrie de défense ou est-ce que l'idée de complexe militaro-industriel a encore beaucoup de poids dans l'opinion publique? Ah, je ne peux pas vraiment répondre de façon complète à cette question parce que ça, c'est pas vraiment de mon ressort. Ce que je peux dire simplement, c'est que, par exemple, les jeunes générations dans cette enquête ont bien conscience que les armées ont besoin de moyens. Et donc, alors que dans beaucoup d'enquêtes précédentes, et notamment si je remonte aux années 80, etc., il y avait toujours l'idée que voilà, l'armée, on n'avait pas besoin de donner des moyens aux armées, que les armées avaient suffisamment de moyens et qu'il ne s'agissait pas d'encore les renforcer. Or, aujourd'hui, en tout cas dans les jeunes générations, l'insuffisance des moyens des armées et la nécessité absolue de renforcer ces moyens, étant donné les menaces ambiantes, eh bien, aujourd'hui entraîne l'adhésion d'une large majorité. Donc, je peux répondre comme ça. Oui. Si je peux rebondir sur en fait la question de Thibaut, j'avais une question quant à la possibilité d'insertion que les armées peuvent constituer, notamment l'armée de terre, puisque les jeunes s'engagent pour un contrat de quelques années. Souvent, ils reçoivent des formations alors qu'ils rentrent sans formation du tout, peut-être avec leur bac ou pas et peuvent eh bien, se former dans un métier qui ensuite eh bien, est plutôt prisé dans le civil et qui leur permet finalement de rebondir alors qu'ils n'auraient peut-être pas eu la même chance. Donc, au-delà de l'armée qui fait rêver parce que l'engagement fait qu'on va se retrouver à l'étranger, en mission, enfin des choses un petit peu différentes hein, pour sortir de son cocon. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là une façon de motiver aussi des jeunes pour un engagement qui leur permet d'abord de s'épanouir aussi professionnellement? Vous avez mentionné en effet une gamme de métiers très importante, mais il y a des métiers très spécialisés aussi où les gens gagnent très très bien leur vie.
parce que je pense à certains métiers qui sont un peu de l'ordre du compagnonnage, et on a bien vu récemment avec la reconstruction de Notre-Dame combien certains métiers très spécifiques existent encore parce que justement ils ont été transmis et aujourd'hui nous en avons un certain besoin, et quand des équipements militaires prennent du retard, c'est que souvent il n'y a pas suffisamment de personnes formées pour pouvoir travailler sur le chantier naval ou autre. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, au niveau territorial, parce que les entreprises sont basées partout, je crois qu'il y a près de 5000 PME qui embauchent beaucoup, sans parler des grands groupes, bien sûr, que nous connaissons tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi une façon en effet, d'engager les jeunes localement et de leur faire valoir que, en effet, c'est une façon en effet, de servir leur pays le moment venu, mais également pour eux-mêmes de pouvoir, eh bien, voilà, avoir un métier, s'engager, faire des choses un petit peu différentes. Oui, oui, tout à fait. Là, je ne peux qu'abonder dans votre sens, tout à fait. Et je rajouterais aussi que euh, les armées sont aussi l'occasion, s'engager dans les armées pour les jeunes, c'est aussi l'occasion de vivre une expérience collective où il y a de la vie en équipe, de la solidarité, du sport, des expériences aussi fortes de liens sociaux. D'expérience de la mixité aussi, connaître, voir et approcher des milieux différents du sien. Et je pense que dans ce contexte un petit peu justement d'individualisation, de plus grands risques finalement de fracture au niveau du tissu sociétal, aujourd'hui, eh bien, il y a aussi cette solidarité collective, ce principe de cohésion qui est quand même l'armature essentielle des armées, qui peut séduire aussi beaucoup de jeunes qui sont en recherche de cela, qui ne trouveraient pas dans une entreprise normale. Enfin, normale, je veux dire une entreprise civile. Voilà. Je pense que ça, c'est sûrement aussi un atout pour les armées. Sur la formation, bon, j'ai parlé peut-être de la gendarmerie, mais la gendarmerie étant une institution militaire, ça va de pair. Qui plus est, la gendarmerie, tous les gendarmes, réservistes ou actifs, ont reçu une circulaire de l'institution pour dire que euh, aujourd'hui, il y aura beaucoup plus d'OPEX ou de missions à l'extérieur du territoire avec les conflits, etc., notamment en Europe. Donc, justement, la formation aujourd'hui pour être. Alors, je vais commencer par rapport aux actifs. Par rapport au concours, aujourd'hui, pour avoir le concours de sous-officier de gendarmerie, il faut avoir environ 5 ou 6 sur 20 pour y accéder. Puis, il y a aussi un manque de jeunes, donc l'institution de la gendarmerie baisse ses attentes au niveau des concours, au niveau des formations. Après, comme vous avez pu le dire, la formation, et pour en avoir vécu, la formation qui est ensuite, c'est une formation entre guillemets, très formateur. Voilà, c'est une formation qui est super au niveau de la cohésion d'équipe, au niveau de tout ce qu'on apprend, notamment sur la culture générale, sur plein de choses. C'est très formateur. Aujourd'hui, il y a une baisse des niveaux du fait que l'institution de la gendarmerie veut plus de jeunes. Par exemple, notamment, plutôt sur les réservistes maintenant. Les réservistes, aujourd'hui, on a une semaine, on a une formation de 2 semaines pour devenir réserviste de gendarmerie. On peut être appelé notamment en Guyane ou dans des opérations extérieures du territoire français. Et dans cette formation de 2 semaines, au bout de 2 semaines, on a le droit au port d'armes. Ce qui d'ailleurs fait beaucoup parler d'ailleurs dans les médias ou même dans nos cercles. Ça fait beaucoup parler. Est-ce que justement cette, cette baisse d'attente parce que ça parle de la gendarmerie, mais ça parle aussi des autres institutions militaires, est-ce que cette baisse des attentes des institutions de défense extérieures ou intérieures se trouve en corrélation, notamment avec le manque de moyens et notamment pas la baisse du budget, mais en tout cas moins de budget, moins de moyens pour ces institutions et notamment après pour les personnes, pour les gendarmes qui sont ensuite sur le terrain.
Ah oui, mais là, en fait, s'il y a cette baisse des attentes, c'est aussi parce qu'il y a, à la fois, là, on est en train de parler de la relative disposition, disponibilité à l'engagement des jeunes envers les armées, mais après, effectivement, le passage à l'acte, comment dire, le passage à l'acte, mais aussi les critères qui sont mis en place par les différentes armées pour le recrutement des jeunes sont telles que, eh bien, au fond, voilà, il y a une crise de recrutement, au fond, hein, et ils sont obligés, effectivement, de baisser leurs critères, de baisser leurs attentes pour arriver quand même à recruter, hein, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est un peu, oui, c'est un problème. Moi, je ne sais pas très bien comment le résoudre, mais euh, c'est un problème qui rencontre aussi, comment dire, aussi les exigences que les jeunes peuvent avoir quant à la façon de vivre, hein, cet engagement et ce métier. Donc, euh, la façon dont l'institution, d'un côté, avec ses exigences, avec ses critères, avec ses attentes et avec son traditionnalisme aussi, hein, cette culture militaire qui existe d'un côté, et de l'autre, des jeunes qui sont en recherche de sens, qui cherchent des valeurs, qui ont envie d'être utiles socialement, qui voilà, ont envie de s'engager tout en voulant préserver une marge de liberté, tout en voulant préserver aussi euh, une marge de dégagement, hein, parce que ce qui existe aujourd'hui dans les engagements, alors je parle là dans le registre politique, ce sont des engagements plus réversibles. C'est ce que Jacques Hion appelait des engagements post-it, c'est-à-dire les jeunes peuvent s'engager, se mobiliser à un moment donné, même très, très fortement, très intensément, et puis aussi se désengager, hein. Et donc, il y a ça maintenant. Il y a cette, comment dire, cette attention qui qui est portée par les individus. Encore une fois, les jeunes sont les individus et les citoyens de demain, mais ils sont aussi porteurs de tendances, hein, qui sont bien visibles aujourd'hui dans la société, où une meilleure conciliation entre la vie personnelle, les aspirations personnelles et la vie professionnelle devient aussi un enjeu de motivation très fort, et donc conditionne des attentes à l'égard d'un parcours de formation, d'un parcours professionnel. Donc comment ces deux comment dire, univers et attentes réciproques peuvent se nouer. C'est un vrai enjeu de réflexion pour les armées aujourd'hui, bien sûr. Tout à l'heure, Clément faisait référence au SNU. Ça fait l'objet d'un gros débat et même d'un rapport au Sénat, parce que nous avions énormément de questionnements sur le sujet. Donc, sur le concept, on voit bien l'idée qui est justement de rapprocher, enfin, de faire ce lien peut-être qui n'est pas très fort pour certaines catégories de personnes, mais en même temps, bon, on voit que ce n'est pas un succès. Clément parle des réserves, réservistes bien sûr, mais qui demandent un engagement. Là aussi, il faut que ça soit incitatif. Certains pays ont réintroduit la conscription volontaire. Est-ce que dans vos travaux, vous avez abordé les différentes façons finalement de faire en sorte que cette jeunesse, et vous décrivez très bien hein, ce qui peut la motiver, cette recherche en effet, que finalement la défense, enfin le monde de la défense peut leur offrir, mais auquel certains ne pensent pas spontanément ou n'ont pas accès.
Et donc, Mm. les aider à faire ce pas, quand ce sont peut-être ceux qui en bénéficieraient le plus sur le plan professionnel, nous en parlions il y a un instant, mais également de ce rapprochement avec ce qui manque terriblement aujourd'hui, c'est-à-dire ce sens collectif. S'il n'y a pas d'engagement associatif, s'il n'y a pas d'engagement politique, ça peut être la façon finalement d'un premier engagement qui peut déboucher sur d'autres ensuite. Vous voyez, est-ce que vous avez, dans le cadre de vos travaux, finalement regardé Bah, les différents outils ou façons de créer ce lien-là? bah, en tout cas, je prendrai l'exemple de l'engagement civique, le service civique. Le service civique, c'est un vrai succès, hein. Le service civique progresse d'année en année. Et effectivement, suppose sur une période donnée une expérience d'engagement pour des jeunes qui en même temps vont recevoir un salaire qui n'est pas très important, mais quand même, et qui est considéré comme étant, et de plus en plus utilisé comme étant aussi un tremplin finalement qui va servir leur CV, leur entrée dans la vie professionnelle. Voilà, donc le service civique est un succès. Il n'y a pas tellement de réticence pour le service civique. Il y a plutôt un manque de place d'ailleurs, hein, pour le service civique. Euh, le SNU, c'est difficile de savoir si c'est un. Alors, moi, je n'ai pas particulièrement travaillé hein, sur le SNU. Quelqu'un que vous pouvez auditionner sur toutes ces questions, c'est par exemple Bénédicte Chéron. Et vous voyez qui c'est, Bénédicte Chéron, elle pourrait qui a beaucoup travaillé effectivement sur le SNU. Euh, mais les jeunes qui ont été volontaires, en fait, pour le SNU, en sont sortis très contents. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est un échec ou si c'est un, ou pas, mais en tout cas, les études qui ont été faites par l'INED sur les jeunes qui ont fait un SNU optionnel, euh, l'indice de satisfaction était très élevé. C'est-à-dire que tout se passe comme si, c'est le sens de votre question, moi, je n'ai pas forcément de réponse, mais les jeunes, ils sont très demandeurs, hein. Ils sont très partants finalement pour comment dire, pour faire des expériences finalement d'engagement. Après, il faut arriver à les, à les convaincre ou aller les chercher ou à leur proposer quelque chose qui soit accessible. Pour beaucoup, dans certains interviews que j'ai pu mener avec certains jeunes, notamment pour rentrer dans les armées, les tests physiques, par exemple, les tests sportifs, sont à la base très exigeants. Donc, il y a beaucoup d'autocensure aussi, de jeunes qui se disent, moi, de toutes les façons, je n'arriverai pas à franchir. J'ai pas les capacités pour le faire. Donc, il y a sûrement aussi beaucoup d'autocensure, mais je n'ai pas de réponse vraiment à vous donner là-dessus sur comment faire. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une disponibilité de principe, une envie de principe. Et de ce point de vue-là, par exemple, le continuum qu'il peut y avoir entre des classes défense, hein, des classes défense à l'école, certains dispositifs aussi de double cursus à l'université. Euh, je pense que mieux lier depuis le collège euh, une sensibilisation euh, au monde de la défense et donc à des apprentissages, formations possibles, mais aussi engagement bien réel et euh, mieux lier, comment dire, ces classes défense dans un continuum qui permettrait à des jeunes de faire des stages, des expériences momentanées au travers desquelles il y aurait une socialisation où ils pourraient approcher finalement l'armée. Mais le problème, c'est comment, comment trouver les moyens de faire tout ça? Si on parle aux armées de tout ça, ils vont dire, mais on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas assez de moyens. Mais je pense que du côté des jeunes, il y a sûrement beaucoup de demandes qui pourraient trouver un débouché.
Et justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, notamment sur ce qu'a pu dire Hélène précédemment, donc c'est la recherche, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, vous avez parlé aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des 18-25 ans, on va dire, dans ces tranches d'âge, mais même avant 18 ans, l'armée a mis en place, par exemple, même la gendarmerie ont mis en place, les cadets de la gendarmerie pour Ouais, permettre aux plus jeunes de s'investir dans cette institution de défense. Pour parler du SNU, justement, je sais que le SNU était en contact énormément avec la Fédération Léo Lagrange pour justement essayer d'aller sur ces territoires et essayer d'aller notamment dans les zones prioritaires. Et dans ces zones prioritaires, ce qu'a pu constater la Fédération Léo Lagrange, c'est un manque euh, de, comment dire, de prise en compte de la part de ces jeunes-là sur l'aspect de l'engagement, notamment dans ce milieu-là, de la défense. Les jeunes vont plutôt s'engager dans des associations de leur quartier, dans des associations tout autres que celles de la défense. Euh, c'est cela peut-être une sorte de désintéressement, peut-être une autre aussi, une autre forme de non-appartenance peut-être à la nation, parce qu'on parlait des valeurs tout à l'heure. Donc est-ce que ça a un lien ou peut-être aussi une forme d'une autre recherche, une autre recherche d'expérience peut-être peut-être ailleurs, avec voilà, tout simplement. oui, oui, non, mais moi, je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites. Après, je pense qu'il y a, je pense que le continuum est très important. Je pense il faut sans doute sensibiliser assez tôt, dès le collège. Il faut sensibiliser assez fortement les jeunes, les enfants à ce lien justement armée-nation. Je crois que c'est quelque chose d'important qui ne peut que rencontrer leur intérêt. Je pense que c'est vrai que c'est important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci Anne Muxel d'avoir partagé vos travaux. Je pense que c'est important, hein. Nous avons beaucoup de questionnements, nous n'avons pas de certitude quant aux réponses, Non. mais je pense que cela mérite en tout cas d'être poursuivi. Et merci à Clément Dixon, hein, pour à la fois les réactions et les questions. Et puis merci à toutes et à toutes tous et à toutes d'avoir été connectés ce soir avec nous sur un sujet qui est très très important et que nous allons poursuivre. Mais je crois que nous avons bien débuté avec Anne Muxel et Clément Dexon. Donc merci à vous et nous vous retrouverons pour le dernier webinaire qui sera sur le sujet du nucléaire. Vous l'avez abordé, Madame. C'est vrai que c'est un sujet qui ne fait pas forcément de débat en France puisqu'il y a une acceptation en effet de ce parapluie nucléaire, comme on l'appelle, de cette protection hein, qui nous est donnée et de cette dissuasion, bien sûr, qui fait que nous pensons pouvoir éviter la guerre grâce à lui, mais qui pose quand même un certain nombre de questions si en effet un jour le bouton devait être pressé. En tout cas, merci encore à vous et bonne fin de soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée.